Alors, bonsoir tout le monde. Ici JP Leroux pour vous parler exceptionnellement, de films d'horreur. Et vous pouvez constater que j'ai un invité très spécial aujourd'hui, mon ami Frédéric Proulx. Ah, moi, c'est... OK. Et on va faire une émission sur les films d'horreur. Mais aujourd'hui, on va pas vous parler de l'Exorciste ou de Vendredi 13, non. Des films un petit peu plus recherchés, un petit peu plus obscurs, mais tout au plus, très intéressants et très divertissants. Alors, on a mis Fred ici que moi j'ai rencontré il y a peut-être une vingtaine d'années. Oui. Alors que tu avais ta boutique sur la rue Wellington qui s'appelait Nocturne, Club Vidéo Culte. Exactement. Donc, je me rappelle avoir été dans ton club vidéo et j'avais loué le sublime film Le Baron Blood en cassette VHS. Mario Bava, Italie. Oui. Ah, yes! Et je me souviens bien de ce film. Il y avait d'autres films aussi que j'avais loués. Que tu avais sûrement loué d'ailleurs parce que les pochettes étaient très attirantes. Oui. Oui. Exactement. Et aussi, tu me racontais que tu faisais aussi des enquêtes. Oui. C'est le projet qui s'appelle Ghost in Time. D'accord. Qui existe encore présentement. C'est sur la glace, sur pause depuis quelque temps parce qu'on a beaucoup de difficultés à trouver matière à faire des vidéos. Ça traite du paranormal. Donc, nous, on va peut-être encore aller sur des sites historiques. On faisait pas du privé. Donc, des sites historiques, que ce soit un écrasement de bombardier B-24 à Saint-Donat ou que ce soit dans des anciens quartiers pour les Ukrainiens pendant la Première Guerre mondiale dans le nord du Québec, etc., etc. On allait partout où est-ce qu'on pouvait aller. Donc, peut-être qu'un jour, on va continuer, mais pour l'instant, c'est comme, on pourrait dire un hiatus. Oui. Donc, on attend. Au lieu de faire un lapsus, c'est un hiatus. Donc, on commence tout de suite notre petite chronique, car je vous jure que pour sélectionner nos films, c'est quand même assez difficile parce qu'il y a tellement de bons films d'horreur, tellement de films qu'on a le goût de faire connaître aux gens. Ben, je vais te faire commencer tout de suite avec ton concept que tu m'expliquais tantôt, justement. Oui, ben OK, on va y aller avec le concept. Un petit concept que j'ai décidé de prendre comme ça pour un peu faire le tour de l'horreur pour l'histoire du cinéma d'horreur, si on veut. Donc, on va y aller par décennie. Donc, moi, de mon côté, je vais sortir un film par décennie. On va commencer par les années 30 et on va aller jusque dans les années 2020. Et puis, il va y avoir JP aussi qui va rajouter ses petits commentaires et aussi des choix qu'il a fait. Alors, ben, merci beaucoup. Alors, ton premier film? Premier film, on commence dans les années 30, 1937, film français réalisé par Abel Gance. Le titre J'accuse. C'est un film très particulier. Il est long, 2 heures, mais on s'ennuie pas. C'est un film qui a pour sujet un spécialiste chimiste dur à mettre le doigt. Qu'est-ce qu'il est exactement? Il crée une espèce de verre ou une vitre qui est très dure, par balle, et puis il l'a créé pour le bien de l'humanité, sauf que l'armée, vous savez bien, veulent mettre la main sur sa découverte pour s'en servir pour les futures guerres. Évidemment. Il n'est pas d'accord, donc qu'est-ce qu'il crie? J'accuse! Ah! Ben voilà, j'accuse les gouvernements, j'accuse le gouvernement, le militaire de pouvoir s'en servir à mauvais escient. Et le film en tant que tel est très bien tourné, à mon avis. C'est un film en noir et blanc, bien sûr. On est dans les années 30. C'est un film qui a été tourné en 37, premièrement, muet, seulement sous-titré, et a été refait en 38, mais avec le langage. Donc, on a de l'audio. Très intéressant. Les effets spéciaux sont wow. Pour les années 30, j'ai resté surpris. Un seul exemple à vous dire, parce que vous irez le voir, ça vaut la peine. Des images prises de soldats de la Première Guerre mondiale, soldats maganés, membres maganés, etc., sang, etc., superposés avec les acteurs du moment dans le film. Donc, ça fait vraiment une image fantomatique, surtout une scène où est-ce qu'on voit des revenants sortir devant des pierres tombales dans un cimetière. C'est vraiment fascinant. Donc, un film à recommander, excellent. Très intéressant. Est-ce que c'est un film qui est quand même facile à trouver? Oui, c'est un film qui est facile à trouver. Pour l'achat, oui. Sur Amazon, je l'ai vu là. Sur eBay aussi. Il n'y a pas une tonne d'éditions, vu que c'est un film qui est pas nécessairement très en demande.
Par contre, on peut le voir sûrement sur des sites de films que vous connaissez sûrement. Probablement pas Netflix, mais peut-être si vous allez voir sur le site peut-être que tu m'as déjà parlé, sur Tubi, qui est un site complètement gratuit. Et on trouve plein de classiques des années 60, 70, 80. Il y a un petit peu de pub, mais malgré tout, ça vaut vraiment la peine. Ou probablement sur YouTube aussi, vu que c'est un film. Parce qu'il faut pas oublier que des films, si c'est encore la norme, mais il me semble que oui, que les films qui sont vieux de 50 ans et plus sont dans la zone publique. Donc, oui, ça devient du domaine public. Exactement. Fait que YouTube, je pense qu'il y a des bonnes chances. Alors, on poursuit avec le deuxième film. Oui, là, on va sauter les années 40 parce que les années 40 ont été une période de vache maigre, franchement. Il y a eu beaucoup de censure, que ce soit censure sur l'horreur, censure sur le sexe, etc. Donc, c'était pas plaisant. Et d'ailleurs, les films qui ont sorti beaucoup dans les années 40, c'était beaucoup des films douteux dans le genre Dracula contre Frankenstein, des mix comme ça. C'était pas trop intéressant, à mon avis, à moi. Il y a des gens qui aiment ça, mais pas dans mes goûts à moi. Donc, on va sauter dans les années 50 avec le film Horror of Dracula en 1958 avec Peter Cushing. Ah, bien sûr. Et Bela Lugosi? Non, Christopher Lee. Ah, Christopher Lee. Bela Lugosi, c'est pour les films américains. Là, on parle de films anglais. Ah! Qui sort justement de la grosse boîte Hammer des années 50, qui a sorti Frankenstein, La Momie, Dracula, qu'on a parlé. Il y a eu des suites aussi. The Quatermass Experiment, etc. D'excellents films des années 50 en couleur, s'il vous plaît. Oh! Oui, en couleur. Et puis ça... C'était quand même rare à l'époque. Oui, c'était rare, surtout pour des films d'horreur. Fantastique. Et la Hammer était une maison avec beaucoup de budget, des artistes, des comédiens de haut niveau. Donc, c'était très intéressant. Les scènes étaient toutes tournées dans des endroits avec c'était tout le même mobilier à chaque film, mais à placer différemment. Mais donc, on voyait pas trop. Donc, on utilisait les mêmes studios dans plusieurs films. Exactement. Donc, Horror of Dracula, un excellent film, dont l'un des premiers films d'horreur de la Hammer. Excellent film, même si c'est les années 50, fiez-vous pas à l'année. C'est très intéressant, c'est enlevant. Allez jeter un coup d'œil. Parfait. Maintenant, on passe aux années 60. The 60s. The Flower Power. Oh, yes. On va plus dire le Horror Power. Oui. On va y aller avec une trilogie. Une trilogie, un classique que tout le monde se doit de regarder au moins une fois, même si c'est kitsch et peut paraître très quétaine, mais beaucoup de sang, beaucoup de gore, comme on dit, quand il y a beaucoup de sang. La série de Herschel Gordon Lewis avec Blood Feast, 2000 Maniacs et Color Me Blood Red. Ces films-là, tout simplement, il n'y a pas vraiment d'histoire. Ça frôle le misogyne. Ça frise un peu le ridicule par moment. Oui, ça le frise. C'est très frisé. C'est très frisé. Il y en a du rouleau à frisage pour les personnes âgées là-dedans. Blood Feast, bon. L'histoire, c'est pas compliqué. C'est un foutraque qui décide de faire hommage à une déesse ou un dieu ou une déesse égyptienne. Oui, exact. Donc, qu'est-ce qu'on devine? Ben oui, c'est ça. Il va aller trouver des femmes, hein? Et puis il va les tuer. 3 petits points, je dirais pas le mot parce qu'on veut pas se faire censurer. Et puis, ben, il se sert de son liquide rouge pour faire plaisir à la déesse. Donc, ça, c'est pour Blood Feast, un classique de 63. Ensuite, 2000 Maniacs, transposé en français, 2000 fous, 2000 maniaques. 2000 maniaques. Ben, c'est ça. C'est des gens qui se ramassent dans une ville où est-ce que tous les gens, c'est des maniaques qui aiment faire des trucs pas trop catholiques et qui font pas du bien au coccyx, etc. Donc, beaucoup de gore et de tout ce que vous voulez. Et pour finir, ben, Color Me Blood Red, ben, ça, c'est l'histoire peut-être un petit peu plus poussée, plus intéressante d'un peintre qui veut se renouveler. Donc, on se sert de l'hémoglobine pour faire des tableaux. Et, je me rappelle bien, je pense que c'est le Color Me Blood Red 2 qui est sorti au début des années 2000. Je crois que oui. Puis, il s'appelle aussi All You Can Eat. Ah, ça, je me rappelle pas. Et c'est vraiment plus une comédie, c'est très gore, mais c'est quand même très bon. Je pense que le producteur a passé beaucoup d'années. Je pense qu'il est devenu professeur.
Ah oui? Il est devenu professeur, puis à la fin de sa vie, il est retourné vers l'horreur, justement, avec ce film-là. Puis je me rappelle, moi, j'avais loué la cassette vidéo. Il y avait 2000 Maniacs avec Blood Feast sur la même cassette, car c'est des films qui durent à peu près juste 1 heure, je pense. Environ, puis la raison pour ça, si je me rappelle bien, c'est parce que c'était des films qui passaient, ils passaient les 2 films en rafale, un après l'autre, quand on allait au cinéparc ou dans des double bills. Oui, ils appelaient ça des grindhouse un peu, là. Donc, je me rappelle, je sais pas, on a à peu près le même âge, moi et toi. Je pense que tu te rappelles si tu étais allé au cinéma à l'époque, quand on était jeunes ados, 5$ 2 films. Oui, la belle époque. la belle époque, oui, c'est vrai. Oui. Donc, toi, t'avais pas des films à rajouter au travers un peu? Ou... Ben, je vais sortir un petit peu de ton concept de suivre les années. J'ai quelques petits films que je voulais vous suggérer comme ça. Un petit film très intéressant qui s'appelle Tourist Trap. C'est, dans le fond, ça s'appelle Le Piège en français. C'est un film de 1979. Puis, c'est des jeunes qui tombent en panne et ils ont besoin d'aide. Ils sont vraiment pas loin d'une maison qui semble un peu abandonnée. Puis quand ils rentrent à l'intérieur, on se rend compte que c'est comme un musée de figurines, de cire. Puis dans le fond, le propriétaire de la maison, c'est un genre de psychopathe avec des pouvoirs télékinésiques. Donc, c'est vraiment surprenant comme film. Il y a des scènes où je me rappelle une scène où la personne est prise au milieu de plein de mannequins. Là, il y a des têtes de mannequins. C'est un peu troublant. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce film-là. De ce que tu dis là, justement, c'est un film de 79, t'as dit? Oui, de 79. D'ailleurs, d'après moi, je vais parler à travers mon chapeau, mais c'est un film dont le réalisateur s'est inspiré des films italiens des années 70, dont Argento. Ah, probablement. Et Bava, qui faisait des films du même genre un peu il y avait beaucoup de mannequins dans ces films-là. Oui, c'est vrai. Avec des histoires de télékinésie, tout ça. Ah, je dois te rappeler de certains films d'Argento qui étaient comme ça, là. Ah ouais, c'est un... Creepers. Oui. En 84. Ah! Ouais. Vraiment, un très, très bon point, Fred. Ensuite, j'ai un film, ceux qui aiment les slashers, c'est un film qui s'appelle Just Before Dawn. Donc, en français, c'est le film Survivance. C'est un film que je me souviens, à l'époque, j'avais peut-être 10-12 ans, et à TVA, le vendredi, très, très tard, il y avait Ciné-Peur. Donc, j'ai ouvert la télévision et je tombe sur ce film-là. C'est des jeunes qui décident d'aller se promener en forêt et aller escalader des montagnes. Puis, en montant sur leur route, ils vont croiser un garde-chasse. Puis, le garde-chasse, il leur dit « N'allez pas plus loin car il y a des démons dans la forêt. » Belle hiverne! Belle hiverne. Et je peux pas vous dire le punch, mais c'est vraiment très bon. Et les démons en question sont assez particuliers. Donc, si vous aimez les slashers, je vous conseille Just Before Dawn. Et est-ce qu'on poursuit avec ton palmarès? Oui, maître. Donc, allons-y. Nous étions rendus aux années 70. Années 70, une période charnière où est-ce que le film d'horreur a vraiment pris un envol important. J'ai eu de la difficulté à mettre le doigt sur quelque chose qui plairait à tout le monde en général. J'y suis allé avec la série des Blind Dead. Ah, très bon choix. Réalisé par Armando de Osorio dans les années 70. Espagnol. Donc, on sort un peu du connu anglais, américain, Angleterre. Film très intéressant. Le sujet des 4 films, c'est les Templiers. Oui, exactement. Les Templiers qui ont eu, en français, comment on dit ça, un curse. Un mauvais sort. Un mauvais sort pour avoir fait des choses pas trop catholiques avec des femmes, parce qu'encore là, on n'est pas trop loin de l'époque de Blood Feast des années 60 avec la misogynie. Oui, c'est vrai. Donc, aussi, le truc, vengeance des villageois, je vais y arriver, donnez-moi encore 30 secondes. Les Templiers, voilà. Les Templiers qui se font ramasser par les villageois, qui se font ligoter sur des poteaux, et voilà toute la panoplie de atrocités qui arrivent, feu, canif, etc. Donc, ces fameux Templiers reviennent à la vie et font un carnage. Et je veux pas te couper, Fred, mais ce que je me rappelle que
les espèces de Templiers, quand ils reviennent, il y a vraiment une ambiance assez funeste. Oui. Il y a même peut-être un petit côté gothique, peut-être de la façon que c'est tourné. Exactement. Et sur le DVD, je pense, un DVD que j'avais d'ailleurs loué chez Nocturne, OK, où il nous disait que aux États-Unis, on a essayé de commercialiser le film comme étant une suite de La planète des singes, Oui. en faisant un autre montage. Exactement. Et c'était vraiment pas très réussi. Ça l'a pas collé. Ça l'a pas collé du tout, du tout. Non, ça l'a pas collé. Je pense qu'ils, dans leur tête, ils étaient convaincus d'être capables de faire coller de l'eau en la faisant bouillir, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas marché. J'ai vu ça. C'était une pub pour attirer les gens au cinéma. Sûrement du fait que Mais La planète des singes venait de sortir. Oui. Et c'était un énorme succès. Voilà. Donc, on cherchait un peu n'importe quelle façon pour rentabiliser un film qui marchait peut-être moins aux États-Unis. En fait, le problème principal, c'est que les Espagnols et les Italiens avaient des problèmes à faire passer leurs films en Amérique pour la simple et bonne raison que dans ces années-là, c'était le Eurotrash qui pognait beaucoup. Les films d'horreur avec beaucoup de sexe, beaucoup de nudité. Et c'était pas très bien vu ici au Canada, ni aux États-Unis, et surtout pas au Québec. Encore Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait passer ces films-là sous l'entremise de d'autres films. On changeait le nom des réalisateurs et des acteurs pour donner des noms américanisés. Ah, d'ailleurs, tu me fais penser, il n'y a pas Joe D'Amato qui a joué ça, qui a fait ça beaucoup. Joe D'Amato. Jess Franco. Oui. Qui changeait souvent son nom, dépendamment du type de film qui sortait. Je pense qu'il y en a eu d'autres aussi, là. Exactement. D'ailleurs, Joe D'Amato, je pense qu'il a tourné des films sur environ 15 faux noms. Oh, minimum. Oui, le Also Known As, là, AKA, oui, oui. Oui, puis c'était pas le seul. Puis ils ont bien fait, les Européens, parce que ça a fonctionné. Donc, j'imagine pour ceux d'entre vous qui écoutent des films d'horreur quasi régulièrement, qui s'y connaissent moindrement un peu, des vieux films que vous avez vus des années 80, 70, même 90, que vous pensez que c'est des films faits aux États-Unis. Détrompez-vous, c'est des films européens déguisés. Déguisés. Ah oui. Donc, c'est ça, la série Tombs of the Blind Dead. En fait, la série Blind Dead, parce que le premier film, c'est Tombs of the Blind Dead. Vite, grosso modo, pour vous mettre l'eau à la bouche, le premier film se passe quasiment en solo. C'est une femme qui va coucher seule dans un ancien monastère, un ancien château en Espagne. Et puis, elle se fait justement attaquer et harceler par les Blind Dead qui reviennent à la vie. C'est très glauque, c'est très gothique, justement, que tu parlais tantôt. Parce que quand on voit justement les Blind Dead qui sortent des tombes ou qui arrivent sur leurs chevaux squelettiques, il y a une ambiance au ralenti. Le film vient au ralenti, ça vient au ralenti, on entend des échos de ralenti, c'est très fantomatique. Donc, le premier film qui est le classique, un excellent film. Le deuxième film qui se passe dans une petite villa espagnole qui se fait envahir par les hordes de Templiers zombies, qui est très, très bon, très gorsy. Le troisième, que je dirais que c'est le maillon faible un peu de la série, que d'ailleurs, je me rappelle même plus comment que ça se passe. Est-ce que c'est le même réalisateur? Oui, c'est Osorio les quatre. Ah, OK. Et le quatrième, attendez, là, je veux pas me tromper. C'est-tu le quatrième qui est moins bon, le troisième? Je me rappelle pas. Donc, ce que je vais vous dire, c'est ça pour le troisième ou le quatrième, qui se passe sur un ancien galéon espagnol, un vieux bateau. Et puis, il y a des séquences vraiment mémorables de ce film-là, surtout la séquence qu'on voit les Blind Dead sortir de la cale au ralenti avec la musique du bateau. Je me souviens de cette scène-là. C'est vraiment bon avec le maigre budget que Osorio avait pour faire ses films. Puis, il faut mettre de côté les évidences qu'on est habitué de voir dans les films de zombies, là. Ouais, puis les évidences que c'est mal fait un peu parce que oui, on a des prises de vue, qu'on voit le galéon qui flotte sur l'eau, puis c'est un bateau en plastique. Ben oui, mais écoutez, c'est les budgets qu'il y avait à l'époque, puis ces réalisateurs-là n'avaient pas beaucoup de budget. Donc voilà pour années 70 avec la série Blind Dead. Alors, juste avant de compléter ton petit palmarès, j'ai envie de vous parler de quelques petits films aussi, d'autres suggestions. Pour ceux qui apprécient beaucoup les slashers, comme j'ai parlé tantôt, c'est un de mes types de films favoris. Un film ici qui s'appelle Nightmare in a Damaged Brain.
C'est un film de 1981 et en français, c'est Cauchemar à Daytona Beach. Donc, moi, c'est un film que j'ai découvert au début des années 80, quand on a commencé à avoir des vidéos cassettes. Hein. Donc, au club vidéo, il y avait une cassette, ça s'appelle « Ça fait peur ». Et on se souvient, c'était une main qui sert une cassette VHS. Et sur ce film-là, on voyait beaucoup c'était surtout une compilation de bons moments de films, beaucoup de films européens surtout. Mais il y avait aussi, entre autres, Nightmare in a Damaged Brain. Donc, c'est un genre de gars qui a une enfance très troublée. Il est un peu psychopathe paranoïaque. Il réussit à s'enfuir de l'asile pour aller faire des meurtres. Donc, des fois, il porte un masque un petit peu de grand-père. C'est un peu troublant. Et puis, il y a des scènes quand même très gore dans ce film. D'ailleurs, sur certains DVD, où c'est écrit « unrated », vous avez une version censurée. C'est vraiment important de vérifier le minutage, parce que souvent, même si c'est écrit version non censurée, la version est quand même censurée et c'est un peu dommage. Oui. Vous allez le voir dans les sigles à l'arrière de la pochette de DVD, mettons. Si c'est marqué R, c'est rated, ça veut dire ça, autant que possible, touchez pas parce que ça a été coupé. Les pires scènes ont été enlevées. Et quand c'est marqué uncut, comme qui vient d'expliquer, donc non coupé, c'est supposé de pas être coupé, mais ça l'est parfois des Donc, des fois, c'est un travail de moine de trouver un film qui n'a pas été coupé, justement, pour tout voir au complet. On peut chercher longtemps. Exact. Donc, je vais te laisser poursuivre avec les années... Oui, là, on est rendu dans les années 90. 90. Mini parenthèse sur, justement, ce que JP vient de parler sur cette cassette-là, avec la main qui serre la VHS. Oui, là. Ça fait peur. Ça fait peur. Le film que j'avais le plus envie de voir dans les extraits qu'il y avait sur cette cassette-là, c'était The Slayer. Oui, je me rappelle. J'avais tellement cherché longtemps à l'époque pour trouver c'était quoi ce film-là dans les années 90. C'était pas évident, on n'avait pas beaucoup de ressources. Internet n'était pas encore là. Où ça commençait. Mais quand on avait vu cette cassette-là, Internet n'était pas là vraiment encore. Mais il y avait le magazine, je sais pas si tu te rappelles, le magazine Fangoria. Oui. Oh oui, moi, j'en ai acheté quand même plusieurs à l'époque. Je ne sais pas si ça existe encore, sûrement pas. Fangoria, j'ai entendu dire que ça existait encore, que c'était revenu sur le marché, mais c'est pas revenu ici au Québec. Je ne sais pas pourquoi. Ah, ok. Je me trompe peut-être. Mais bon, Fangoria, sinon, il y a toujours bien l'excellent Mad Movies. Oui. Il y a Scream, je pense que ça n'existe plus. Ça fait un bout de temps que j'en ai pas acheté, mais il en existe encore. Ça, c'est sûr et certain. Mad Movies est encore là. Mad Movies, d'ailleurs, qui est de l'Ontario, du Canada, si je me trompe pas. Oui. Je savais pas ce détail. Mad Movies, oui. Donc oui, là, on est rendu dans les années 90. Là, on va vraiment aller dans les catacombes, l'underground des films d'horreur. C'est quand même quelque chose de très underground. Par contre, c'est pas dur à trouver. On va y aller avec Primutos en 97, Dolaf Fittenbach. C'est un réalisateur allemand. Les années 90, milieu 90, ont été comme une renaissance des films gore, vraiment trash, c'est vrai. qui venaient surtout plus de l'Europe que du Canada. Beaucoup de producteurs français, hein? Oui, aussi beaucoup les Français ont commencé là, beaucoup aussi, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on va parler d'un film tantôt, que c'est toi qui vas en parler. Ah, d'accord. Ta-da-da! OK. Donc, Primutos qui a fait partie d'une bonne relève des films d'horreur intéressants parce qu'on vivait une période de vache-mec dans les années 90. Je sais pas si vous en rappelez, mais entre 95 et les débuts 2000, c'était-tu assez rare d'avoir un film d'horreur qui sortait au cinéma? Il y en avait quasiment plus, puis au club vidéo, il y en avait un qui sortait aux 2 semaines. C'était l'enfer. Donc, Primutos, avec les moyens du bord, pas beaucoup de budget, mais très gore, très trash. Si vous aimez la chair à saucisse et l'hémoglobine, il y en a, en veux-tu, en v'là, c'est buffet ouvert, all you can see. OK? Primutos. J'ai jamais vu ce film. Ben, tu devrais. Et donc, Primutos, ben, grosso modo, l'histoire en quelques secondes. C'est un scientifique qui met la main sur des anciens artefacts d'un ange déchu et il trouve le moyen d'invoquer son armée des ténèbres, etc. Et après ça, ben c'est branle-bas de combat, ça ne finit plus, c'est tête qui roule, les déboules, etc. Donc, Primutos, 1997, si vous voulez en avoir plein la vue, et tu le pepto-bismol le restant de la veillée après avoir mangé votre pizza, c'est l'excellent film.
Merci pour ce détail. Hein. J'ai quand même une image, là. Oui, c'est quand même intéressant. Une bonne gorgée d'eau pour l'instant. Et on parlait justement des années 90 avec le renouveau, beaucoup produit par les producteurs de films français. Donc, un film ici tourné entièrement au Québec, un film de 2008 qui s'appelle Martyr. Mm-hmm. Donc, Martyr, je peux pas vraiment vous raconter l'histoire sans vous dire le punch. Donc, on va dire que c'est une jeune fille, disons, qui a été kidnappée par des mauvaises personnes qui lui ont fait subir des mauvaises choses et elle décide de se venger. Donc, elle retrouve la famille, décide de se venger. C'est un film absolument à voir. Et aussi, on a un très jeune Xavier Dolan qui est un peu figurant dans le film. Là aussi, je peux pas vous dire exactement la scène, mais je sais qu'un remake a été fait de ce film-là. Il y a un remake qui a été fait. Je l'ai pas vu, mais j'ai vu juste des critiques tellement négatives. Oh, c'était pas prévu ça dans l'émission aujourd'hui là. Oui. Je savais pas. Et même en lisant un peu pour m'informer pour la chronique, j'ai su que le producteur savait même pas qu'on avait refait son film. Et quand il a commencé à l'écouter, il a dit non, ils ont rien compris exactement. Pascal Laugier. Okay. Ils ont rien compris de mon film. Oui. Ils étaient vraiment pas contents. Donc, Martyr, c'est un film vraiment à voir. Oui, et si vous voulez avoir des mots importants qui touchent au film pour vous donner une idée du sujet, Christ, souffrance, boum. Oui. Et Xavier Dolan, que tu disais que bon, il est figurant, il figurera pas longtemps. Vous allez voir. J'aime ça de la façon que tu l'as apporté, oui. Donc, imaginez ce que vous voulez, allez le regarder. Vous allez être... puis juste pour terminer, ce qu'on était d'accord, on va vous avertir d'avance que autant que moi, que JP, quand on a vu le film, on n'était pas ensemble, mais on a vécu la même affaire. C'est que ça y va en montagne russe. Oh wow, c'est excellent ce film-là, c'est génial. 10 minutes plus tard, c'est donc ben pourri, c'est ben trop fou. 15 minutes plus tard, c'est donc ben génial. Et après c'est donc ben pourri. On joue avec nos émotions dans ce film-là, vraiment. Donc, preuve que le film est efficace et fait vraiment full pin. Oui, vraiment. Exact. Donc, on passe à la prochaine décennie. Oui. Donc, on est rendu année 2000. Donc, en fait, année 2000, on a déjà mis les pieds dedans avec Martyr qui date de 2008. Oui. Et puis, un autre film de 2008, un autre petit bijou passé totalement inaperçu. Et je vais faire une parenthèse avant de continuer. Quelque chose de très important. Les films qu'on vous mentionne sont pas nécessairement tous disponibles en version française. Oui. Malheureusement. Il y a beaucoup de films qui sont excellents, qui ont jamais été traduits en français. Donc, si vous êtes capable de voir le film, vous comprenez pas l'anglais, espérons qu'il peut avoir un sous-titre français quelconque, ou en tout cas en anglais si vous pouvez le lire, là. Mais on tenait à vous dire ça parce que c'est pas tous des films avec le soundtrack, le dialogue en français. Faut quand même être ouvert d'esprit parce que des fois, un très bon film en espagnol, même si on comprend pas, avec le sous-titre, je comprends que ça peut être un peu fatigant, mais on a quand même des très bons films. Je veux dire, faut pas que ça soit un obstacle pour les regarder. Non, justement. Puis de toute façon, c'est une excellente raison d'apprendre l'anglais. Ou l'espagnol. Eh oui. Donc, allons-y avec film des années 2000. Splinter. Splinter, un film que j'ai vu par hasard en fouillant comme ça parce qu'il y a des rats de bibliothèque, mais il y a des rats de films, j'en suis un. Et puis, je suis tombé tout à fait par hasard sur ce film-là. Mais mon Dieu, que c'est un chef-d'œuvre, ce film-là. C'est un film que pratiquement personne connaît. Ça l'a pas sorti au cinéma. On n'a pas entendu parler. Et puis, quand on va voir sur imdb.com, Internet Movie Database.com, le site de film, moi, ce que vous voulez aller voir, les codes de film, etc., les résumés, il est quand même coté 6.8 sur 10, ce film-là. Là. Mais quand même, pour un film d'horreur, c'est très bon. Oui, 6.8, c'est monstrueux, c'est le cas de le dire, pour un film d'horreur, d'avoir une cote comme ça. Là. 6.8, là, c'est dans les eaux des Aliens, des gros films d'horreur connus qui ont eu des grosses cotes, Freddy, etc. Là. Splinter, le sujet très intéressant, un organisme qui arrive d'une autre planète, qui ressemble à un oursin, c'est des pic-pics.
Et du moment que la personne se fait piquer, ben devient oursin elle-même. C'est gore, c'est claustrophobique parce que ça se passe quasiment tout le long dans un dépanneur, centre de station-service. Ça fout la chienne. C'est simple, ça fout la chienne. Puis c'est bon. Puis c'est le genre de film que tu regardes sur le bout de ton siège, puis tu décolles pas du bout de ton siège tellement que tu vas te pogner des hémorroïdes à regarder ça comme ça. Je te le jure, c'est vraiment bon. Tu l'as vu? Oui. Puis t'as adoré aussi. Vraiment. Voilà. Puis c'est un film aussi que d'une scène à l'autre, on n'est pas capable de prévoir toujours ce qui va arriver. On va vraiment de surprise en surprise. Oui. Puis les personnages sont tous pas nécessairement attachants, mais des personnages, il y a le couple de dealer de drogue ou je sais pas trop, là, voleur. Oui, là. oui. Le couple gentil avec la femme et l'homme, puis l'employé du dépanneur, la policière, puis mais c'est bien fait. C'est tout, c'est bien fait. Puis d'ailleurs, juste avant de passer à 2010, micro parenthèse, un autre film de cette époque-là que je t'ai pas parlé, mais qui est important de voir, The Void. Ah oui, j'ai beaucoup aimé ça, The Void. Génial, The Void. The Void qui a fait partie d'un... Je ne sais pas, là, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu un chapelet de films dans ces années-là, que c'était des films avec des tons de couleur mauve-rose. Tu te rappelles-tu? Oui, c'est vrai, oui. Puis c'est apparu de nulle part comme ça, puis ça a disparu. Mais c'était tous des bons films. C'est peut-être une influence italienne aussi. Exact, oui, j'ai vu ça comme ça. Puis d'ailleurs, là, comment il s'appelle... j'ai un trou de mémoire, c'est pas le temps d'avoir des trous de mémoire, là, mais... Pas Dario Argento? Non, un acteur qui fait beaucoup de films de série B à cette heure, qui fait des bons films, qui a fait un film de ce genre-là. Nicolas Cage. Nicolas Cage. C'est pas The Color quelque chose? Non, pas The Color Space. C'est un autre film. Mais The Color Space, étrangement, qui est un remake. Ah, je savais pas que c'était un remake. Oui, The Color Space que lui a fait, mais il l'a pas fait, il a joué comme acteur dedans. C'est un remake, ce film-là. Il a déjà été fait avant. Ah, OK. C'est un film des années 70, me semble. Oui, puis c'est basé sur une nouvelle de Lovecraft, si je me trompe pas. Ah, d'accord. Ouais. Donc, c'est ça. Et on s'éparpille, hein? Mais c'est un sujet qui nous intéresse vraiment. Et j'oubliais aussi, si vous avez d'autres films d'horreur que vous voulez nous faire découvrir, gênez-vous pas pour les écrire en commentaire. Exact. Oups, je suis en train de m'étouffer un instant. Je vais vous parler d'un petit film aussi que j'ai découvert récemment. Un film de 2014 qui s'appelle The Night Shift. Donc, on suit une jeune policière qui accepte une job dans un poste de police désaffecté qu'on va détruire bientôt. Donc, elle accepte de faire un shift de nuit et dès la première heure, on entend des portes claquer, des tiroirs qui se ferment et c'est filmé. Le spectateur a un point de vue de caméra vraiment de l'extérieur. Donc, on voit des choses qui arrivent dans son dos à elle. Et elle a fait ses petites affaires, elle remplit son rapport, elle se rend compte de rien. Là, il y a vraiment le climat de tension augmente. Il y a beaucoup de jump scares. Et c'est un petit film que je connaissais pas, je m'attendais pas à grand-chose. Mais vraiment, on a été vraiment très surpris. Très bon film. Ça arrive souvent des petits films comme ça qui arrivent de nulle part, pas de budget nécessairement. Malheureusement, et là c'est mon avis personnel, ce qu'on voit au cinéma, c'est pas trop intéressant à comparer de ce qu'on peut trouver comme petits bijoux comme ça. Mais je pense que un changement, je me rends compte dans beaucoup de films que moi, personnellement, il y a beaucoup de films des années 70, même des années 80. À l'époque, je pense qu'on misait plus sur l'ambiance. Exact. Justement parce qu'on n'avait pas de budget énorme, mais l'ambiance, l'éclairage, le jeu des acteurs faisait travailler notre imagination. Et des fois, ce qu'on imagine est plus épeurant que ce qu'on voit à l'écran. Exactement. Oui, c'est vrai, ça. Il y avait plus de travail fait, les textes étaient mieux faits. Les acteurs étaient moins stéréotypés dans le tapis comme qu'ils sont aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on dirait qu'ils cherchent toujours à trouver un personnage très stéréotypé dans toutes les catégories possibles. Donc, tu vas avoir l'asiatique super intelligent, tu vas avoir, etc. Mais à l'époque, on se cassait pas la tête avec ça plus qu'il faut. On dirait que maintenant, le plus important, c'est de faire un max de pactole, d'argent, puis le reste,
Oh, ça balance! Donc, pour terminer sur une note humoristique, Il reste un film. Ah, il te reste un film. Ah, excuse. Vas-y avec ton film, Fred. Non, il reste même 2 films. Bon. 2010 et 2020. D'accord, c'est vrai. Donc, faut faire ça vite parce que ça va couper dans 2 minutes. Non, c'est pas vrai. 2010, The Ritual. Donc, plutôt les années 2010. The Ritual en 2017 de David Bruckner. Un film scandinave. Je me rappelle pas si c'est Norvège. Il me semble que oui. Un excellent film avec une ambiance incroyable. Un groupe d'amis, de gars qui s'en vont dans une forêt faire du hiking. Et puis, ils se perdent pour tout simplement se ramasser dans un village carrément isolé qui font de la sorcellerie, mais qui a beaucoup de surnaturel dans ça. Un mélange de Blair Witch Project, le projet Blair, avec un peu de Evil Dead, et puis beaucoup de satanisme hyper intéressant, freakant, et la bébite de la fin, l'une des tops que j'ai vues de ma vie dans les films d'horreur. Mais je vous dirais rien. Allez le voir, ça vaut la peine. Oui, un très bon film. Et je switch tout de suite, finale 2020, les années 2020. Un film qui nous vient d'Indonésie. Ils en ont fait 2. Le titre, dans la langue d'origine, c'est Pengabdi Setan. Donc, en français, Satan Slave. Faut pas se tromper avec Satan Slave de 1972 filmé aux États-Unis. C'est pas ça du tout. Là, Satan Slave de 2017 qui se passe dans une maison. Il se passe plein de trucs surnaturels, sorcellerie, c'est démoniaque, c'est jouissif en lettres majuscules avec des barres bleues et des points roses, je vous le dis. Et la suite, Satan Slave 2, qui se passe dans un immeuble genre style HLM avec 42 étages. Ils sont pognés dans ça. Il y a une grosse tempête dehors. Et puis, ça donne qu'il y a un groupe de follingues, de sataniques qui sont au grenier, dernier étage, puis qui font plein de folies, comme dans le premier film, mais encore pire, parce que là, c'est claustrophobique, parce qu'ils sont pognés là-dedans, il fait quasiment tout le temps noir. C'est un enfer absolu, mais qu'on déguste. Oh, que c'est bon. Et voilà, on aura fait le tour. D'ailleurs, juste vous dire que le réalisateur, pour ces 2 films-là, c'est Joko Anwar. Merci beaucoup. Donc, ce que je voulais dire pour terminer, j'ai demandé aussi à Fred de me sortir des petits films nanars. Qu'est-ce que c'est un nanar? Donc, c'est un film souvent à petit budget ou parfois au scénario tellement ridicule qu'il devient attachant et super divertissant. Donc, tu m'as nommé tantôt un petit nanar de Devil's Story. Oui. Je vais te laisser un peu en parler de ce très bon film français, je crois. Oui, de Bernard Launois. En 86, avec une pochette mémorable. Quand vous allez voir la pochette, vous allez rire. Vous allez la voir à l'écran dans un instant. Oui. Et puis, premièrement, c'est un film à pas prendre au sérieux. C'est un film d'horreur, mais tellement, comme diraient les Français, c'est crade. C'est crade. C'est hors sol. C'est fou. Essayez pas de comprendre. On met notre cerveau un peu à off. C'est un film qu'il faut aller chercher de l'orangeade et des crottes de fromage. On s'effoire dans le sofa, on déplogue le cerveau et on rit. C'est tout. C'est gore, c'est comique, c'est typiquement français. Les Français sont très forts dans ça. Chapeau. C'est pas un chef-d'œuvre, oubliez ça. Vous allez pas dire je mets ça dans mon top 10. Vous aurez jamais ça dans votre top 10, je vous le garantis. Par contre, ça va être dans votre top 10 de dire quelle cochonnerie, mais c'était drôle. Mais dans un peu semblable, un film que je vous parlais, un film, c'était quelle année donc? 1985, le film Hard Rock Zombies. Donc, j'avais la pochette quelque part. Où l'ai-je mis? Trauma film. Hard Rock Zombie, c'est en fait un groupe de heavy metal. Hein? Donc, il y a tout le visuel là du groupe heavy metal, des coupes longueuil, des bracelets de pique, tout l'attirail du métalleux des années 80. Donc, dans ce film-là, il arrive vraiment n'importe quoi. Il y a plein de personnages et on comprend pas toujours, mais on rigole à souhait. Donc, les musiciens du groupe se font tuer par des nazis. Il y a un culte nazi là-dedans.
Donc, et accidentellement, après la lecture des paroles de leurs chansons, ils vont être réanimés et ils vont devenir des zombies qui vont attaquer les gens. Donc, je vous dis avec vraiment un très gros grain de sel, il y a absolument rien d'épeurant là-dedans. Même les scènes gore, on dirait qu'ils sont faites avec de la plastine, mais vous allez rigoler. Je sais que les critiques sont vraiment pas très bonnes de ce film-là, mais vraiment, moi, j'ai eu 1 heure et demie de rigolade et il y a quand même des films pires que ça. Oh oui, puis une bonne trame sonore hard rock aussi, pareil. Oui, exactement. La trame sonore est quand même très bonne, je dois l'avouer. Donc, ça termine ma petite émission. Encore une fois, si vous avez des suggestions de films, écrivez-la dans les commentaires. Donc, je remercie mon invité, Frédéric Proulx. À votre service. Merci beaucoup et à la prochaine. Et profitez-en le mois d'octobre pour écouter un film d'horreur à chaque jour. Oh oui. Quand même. Remplacer la pomme par un film d'horreur. Merci beaucoup. Bonne à soirée. la prochaine.